Hier, on évoquait la pause de la contre-attaque ukrainienne sur le front. Pause évidemment contrainte et forcée, mais vous allez peut-être en parler également avec cette idée que l'Ukraine, pour l'instant, n'avait pas réussi à trouver la brèche par laquelle elle allait pouvoir s'engouffrer pour forcer les lignes de défense russes. Eh bien, on apprend aujourd'hui que la Russie ne se contente pas de défendre, de poser de gros problèmes à cette armée ukrainienne, mais qu'elle contre-attaquait à son tour sur le front pour tenter elle aussi de regagner des territoires. Alors, faut-il s'en inquiéter tout simplement? Et cette armée russe est-elle décidément plus robuste et plus résiliente que ce qu'on imaginait? D'abord, de quoi s'agit-il? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, où se déroulent ces contre-attaques sur le front précisément? Eh bien, c'est simple, David. Les Russes attaquent sur les endroits du front où l'armée ukrainienne a le moins de troupes en première ligne, c'est-à-dire là où elle n'a pas lancé d'opération. C'est assez frappant si l'on regarde la carte, vous allez le voir. Voici les 3 principales attaques ukrainiennes. Ce sont ces flèches jaunes, on vous en parle depuis quelques jours. Eh bien, voici maintenant à quoi ressemblent les 3 principales contre-attaques russes. Ici, ici et là, les flèches donc en rouge. Entrons maintenant dans le détail. Moscou, vous allez le voir, avance dans le nord vers la région, vers la ville de Kupiansk, c'est dans la région de Kharkiv, à côté de celle de Louhansk. Il y a des avancées indéniables ces derniers jours, notamment cette zone. Dans cette zone que Moscou revendique, il y a ce village. Moscou aurait pris la moitié nord de ce village. Un peu plus au sud, les Russes attaquent également dans cette autre zone. On est entre les villes de Svatové et Kremina, toujours dans la même région. Et cette fois, vous le voyez, il y a beaucoup moins de réussite. Et enfin, toujours plus au sud, les Russes sont aussi à l'offensive dans la région de Donetsk, et en particulier autour de la ville même de Donetsk. Écoutez le colonel Michel Goya. C'est des bataillons, des compagnies qui attaquent, qui poussent vers l'avant, qui font presque, on appelle ça de la reconnaissance offensive, c'est-à-dire qu'on avance au maximum de ce qu'on peut, et puis lorsqu'on tombe sur une défense qui est vraiment solide et très organisée, on arrête, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin, on n'a pas les ressources pour mener des attaques à plus grande échelle. En clair, ces offensives ne sont pas massives. Elles sont ciblées, limitées, un peu à l'image des opérations ukrainiennes depuis une quinzaine de jours. Mais elles sont suffisamment établies pour que Kiev s'en inquiète. L'ennemi n'abandonne pas ses plans pour atteindre les frontières des régions de Donetsk et de Lougansk, déclare la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Anna Maliar. En d'autres termes, les Russes qui occupent aujourd'hui 98% du territoire de Louhansk voudraient atteindre les 100% et voudraient aussi progresser dans la région de Donetsk. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ces troupes russes regagnent vraiment du terrain? D'après l'Institut américain pour l'étude de la guerre, dont on connaît les positions pro-Ukraine, Moscou réalise des gains, mais des gains marginaux dans cette zone. En revanche, ce que l'on apprend aussi, c'est qu'au-delà de ces 3 zones de contre-attaque, les batailles plus au sud, là où se joue précisément la contre-offensive ukrainienne, font régulièrement bouger les lignes de front, et que sur ce terrain-là, Moscou aussi reprend parfois du terrain. Plus 20 km² environ sur le front de Zaporijjia, plus 23 km² sur celui juste à côté de Velika Novosilka. Ça, c'est pour la semaine dernière, d'après le cartographe français qui se fait appeler Poulet Volant sur les réseaux sociaux. On en parle souvent ici. Rien de significatif donc, comme du côté ukrainien d'ailleurs, mais c'est tout de même à noter. Voilà, on est là encore dans l'épaisseur du trait, comme on le disait. Mais tout de même, ça compte. Comment les Russes s'y prennent-ils pour ces contre-attaques? Bien, les images diffusées par l'armée russe montrent une stratégie assez proche, là encore, de ce que l'on connaît côté ukrainien. On a presque peine d'ailleurs à reconnaître les troupes de Moscou. Vous allez le voir, reconnaissance à l'aide d'un drone pour localiser les cibles, puis déploiement de l'artillerie et tir à distance sur ces mêmes cibles. Et enfin, la dernière étape, la sortie des blindés, voire des chars d'assaut pour viser les positions ukrainiennes. Dans le même temps, les Russes n'ont pas abandonné leur stratégie des vagues humaines, comme on l'avait vu d'ailleurs à Bakhmout. Regardez ces images de drones ukrainiens. On est toujours dans la région de Donetsk. La position des soldats de Kiev se trouve juste ici, et puis celle des Russes est symbolisée par ces drapeaux. Et vous le voyez, ils arrivent donc de 2 côtés, sauf qu'ils sont repérés à ce moment-là par les Ukrainiens qui tirent donc avec leur artillerie sur les 2 groupes de soldats russes. Soldats russes qui doivent donc rebrousser chemin. On les a entourés ici en rouge. On les voit courir vers l'arrière. Cette fois, l'assaut a échoué, mais les Russes retenteront plus tard
encore et encore. Et puis dernier point, David, il existe aussi, semble-t-il, des méthodes un peu plus radicales, comme les chars kamikazes. Celui que vous allez voir a été rempli d'explosifs. Les Russes le font avancer à distance, vers une position ukrainienne, et puis ils sautent sur une mine et se retrouvent immobilisés. C'est alors que les soldats ukrainiens vont le détruire avec un missile anti-char, et vous l'avez vu, le char explose à ce moment-là, et c'est là qu'on comprend, au vu de l'ampleur de la détonation, qu'il a bel et bien été piégé. La déflagration, vous l'avez vu, est effectivement impressionnante. Merci Fanny. Voilà, il faut bien prendre la mesure. Il ne s'agit pas de contre-attaque massive, mais de même que côté ukrainien, il ne s'agissait pas pour l'instant d'offensive massive. Mais tout de même, on disait que cette armée russe ne faisait plus que défendre, n'avait plus le choix, n'était plus en mesure d'attaquer. On s'attendait même... peu de monde s'attendait même à ce qu'elle puisse aussi bien résister d'une certaine manière, même si on avait observé ses dents de dragon, ses tranchées, etc. Et voilà qu'elle contre-attaque. Qu'est-ce que ça nous dit, Général Gomard? Ça nous dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je pense que l'ours russe n'est pas du tout d'effet. On l'a dit plusieurs fois, la Russie a une vraie profondeur stratégique, la Russie a une vraie industrie d'armement. On a bien vu ce front qui est à peu près stable. On a bien vu ces tentatives ukrainiennes de percer ce front difficilement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont établi 5 lignes de défense, je crois, les Russes. Donc compliqué. Et de fait, ils ont profité de l'endroit où, comme l'a très bien expliqué Lucille de Villers, où ils étaient plus faibles en nombre, les Ukrainiens, pour attaquer. Et donc, que va-t-il se passer? C'est que les Ukrainiens sont obligés de redéplacer des troupes pour aller renforcer les zones où les Russes attaquent. Donc en fait, on est pratiquement à du 1 contre 1 quand on voit ça. C'est-à-dire qu'on se dit qu'aujourd'hui, les forces sont à l'équilibre ou presque. Aucune des deux armées n'est capable d'entamer réellement l'autre et de percer. Donc pour l'instant, on est sur des tentatives pour voir où l'ennemi, où l'adversaire est le plus faible. Et on cherche à attaquer. Donc effectivement, c'est bien expliqué. On utilise des drones pour voir, on utilise l'artillerie. Ensuite, on fait sortir les blindés. Et à la fin seulement, on fait sortir l'infanterie pour aller occuper les positions adverses. Parce que l'infanterie va être là pour ça. Et sortir les gens, dans les tranchées, pour essayer d'avancer. Et donc, d'où le peu de gains territoriaux, puisqu'on parle de quelques kilomètres carrés à chaque fois, que ce soit au côté ukrainien ou au côté russe. Donc il y a un certain équilibre des forces qui, aujourd'hui, que l'on voit sous nos yeux à travers les images. Une fois, c'est les Russes, une fois, c'est les Ukrainiens. Donc aujourd'hui, on est presque à du 1 contre 1. Mais dans l'intention, du coup, qui anime l'armée russe, est-ce que ça veut dire que cette armée russe a retrouvé une ambition, Jean-Dominique? Non, moi, je pense que les contre-attaques localisées auxquelles on assiste font partie de la stratégie défensive. C'est-à-dire que quand vous êtes... La question, souvent dans les opérations militaires, c'est de savoir qui a l'initiative. On a vu, il y a 15 jours, avec le début d'attaque d'offensive, au début d'offensive ukrainienne, que l'Ukraine avait pris l'initiative des opérations. On est toujours dans cette phase. Et ce qu'on voit, c'est que l'armée russe résiste là où il y a des offensives ukrainiennes, là, au bout des flèches jaunes qu'on voit là, et de manière, comment dire, cohérente, rationnelle. Plutôt que de laisser ces soldats l'arme au pied dans les autres régions, elle leur dit avancez, allez voir. Vous allez donc obliger les Ukrainiens à renforcer les zones où vous êtes attaqués, donc à soulager la pression là où ils nous attaquent. Donc c'est très cohérent, ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont une ambition de reconquête. S'ils y arrivaient, ce que je continue à penser, c'est qu'aujourd'hui, l'armée russe n'a pas les moyens de faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire entre le mois de janvier et le mois de mai, c'est-à-dire à percer le front ukrainien de manière significative, puis à y engouffrer ses propres forces pour avoir un effet militaire important. Ça, je pense que l'armée russe n'en est pas capable. Peut-être qu'elle deviendra capable de le faire dans quelques mois, mais aujourd'hui, on ne voit aucun signe de ça. Même si, par exemple, on voit qu'elle a intégré les drones. Oui, on voit évidemment qu'elle a l'avantage aérien. Oui, ils ont intégré les drones, ils évoluent, ils se modernisent. Ils se modernisent, ils s'adaptent. La guerre est un processus d'adaptation permanent. En face, qu'est-ce qu'on voit? On voit une armée ukrainienne qui a tenté quelque chose depuis 15 jours,
avec des résultats très mitigés, et n'a en tout cas à aucun moment réussi à percer le front russe. Donc on est dans une situation pour l'instant, De statu quo. où voilà, chacun est sur ses lignes de position. Ça, c'est la guerre. Le front reste stable avec des petites choses qui bougent ici ou là, des contre-attaques, un début d'offensive ukrainienne, des contre-attaques russes pour y répondre. Mais on ne voit pas d'offensive majeure de la Russie. Peut-être qu'ils réussiront à faire quelque chose dans le Nord, on verra. Une sorte de guerre de position. Mais pour l'instant, c'est absolument pas ce qu'on observe. Chacun tente une guerre de mouvement et on reste dans une guerre de position d'une certaine manière. Mais est-ce que ça doit nous inquiéter pour l'armée ukrainienne, Dominique Moisy? Je crois que le plus grand danger pour nous, aujourd'hui, nous qui analysons, ce serait de tirer des conclusions globales d'un moment minime. Nous vivons en plein dans l'actualité, nous n'avons aucun recul. Quand je vois ces images, je pense de plus en plus au film qui a été primé à Hollywood, à l'Ouest, rien de nouveau. Mais la version allemande, la fin des combats, les tranchées, on bouge, on avance, il ne se passe rien, on recule, l'autre fait de même. Et il y a cette tentation, je crois, de lire la guerre d'aujourd'hui dans les termes de 1915. Au fond, et si on était en 1915? La guerre a commencé depuis 1 an, elle va peut-être durer encore 3 ans. Alors ce serait absurde de tirer des conclusions définitives. Objection, votre honneur. Comment? Objection, on mettait beaucoup d'espoir, il faut bien le reconnaître, dans les capitales occidentales, oui, mais dans cette contre-offensive. Alors je crois que c'est là, il y a un deuxième point, et je rejoins vos propos, mon général. Il ne faut pas prendre nos désirs pour des réalités. Nous étions tellement heureusement surpris de la résilience extraordinaire des Ukrainiens que nous étions presque intimement persuadés qu'avec nos armes, ils allaient s'enfoncer comme dans du beurre dans les défenses russes. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Mais je crois que là encore, j'inviterai nos téléspectateurs à la plus grande prudence. Attendons pour voir. C'est ça. Le temps militaire n'est pas le temps médiatique. On ne cessera de le répéter, Isabelle. Oui, non, on est au début de l'offensive. Toutes les forces ukrainiennes n'ont pas été mises dans la bataille. On ne peut exclure que ce soit une période encore de test, de titillement des forces russes pour savoir où éventuellement on irait percer ou non. Une fois qu'on a dit ça, il y a 2 autres choses qui sont vraies. C'est-à-dire que les désirs des Occidentaux de cette percée, de cette rentrée dans du beurre, ça ne peut pas marcher parce qu'on est après au bout de 13 mois de guerre. Donc un blitzkrieg, ça marche au tout début d'une guerre. Mais au bout de 13 mois, les défenses ont été érigées et on ne traverse pas comme ça pas nécessairement. Rapidement. Il y a eu des guerres longues où à un moment donné, il y a des percées décisives. À un moment, le front peut se rompre. Oui, mais bon, là, ils ne se rompent pas, en tout cas. Il y a aussi cette explication. Et puis, vous m'avez coupé le... On vous a coupé dans votre élan. Non, voilà. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que la leçon de ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que la stratégie des Occidentaux, cette stratégie, en fait, au compte-gouttes, qui a été de donner les matériels militaires dont avaient besoin les Ukrainiens progressivement, en tergiversant, disant d'abord non, produit aussi ce type de résultat. Parce que si aujourd'hui, les Ukrainiens avaient tous les F-16 qu'ils auront probablement dans 3 mois, les Russes n'auraient pas la supériorité aérienne qu'ils ont aujourd'hui et les chars ukrainiens ne se feraient pas exploser au même rythme. Donc ce qu'on paye aussi, c'est la lenteur des Occidentaux qui, depuis dans cette histoire, je dis l'histoire parce que c'est bien avant la guerre, on paye le retard. En fait, on est en retard sur l'analyse. On était en retard sur l'analyse avant la guerre parce qu'on n'avait pas compris la vraie nature du régime de Vladimir Poutine et de la Russie, qui était un régime de projection de puissance impérialiste, voulant reconstituer un espace sur les cendres de l'ancienne Union soviétique. Et au début de la guerre, on n'a pas en fait compris
tout à fait l'enjeu de cette guerre. C'est-à-dire que c'est une guerre qui emmène le monde entier, qui détermine probablement l'avenir de l'Europe, en tout cas dans les 20 prochaines années, qui aura peut-être des répercussions en Asie, à Taïwan. Et tout ça, on a mis très longtemps à le comprendre. Et on paye ça. Et on paye ça parce qu'on a traîné des pieds en disant non, on a peur de Vladimir Poutine, l'arme nucléaire, etc. Et puis il y avait toujours eu cette tentation. Je sais qu'elle existe encore chez certains leaders européens. Il y a toujours eu cette tentation, cet espoir fou, en fait, et fait que d'illusions quand on connaît la Russie, qu'on arriverait à ramener Vladimir Poutine à la raison. Ça, c'est la conversation qu'on aura tout à l'heure aussi. Oui. À propos de l'OTAN. Oui, mais c'est tellement ça. À propos de l'OTAN et du raisonnement français et allemand. Et donc on traîne, il ne va pas aller jusqu'au bout, il va bien... Voilà. Et du coup, il y a une infériorité au niveau des armes aériennes de l'Ukraine qui fait mal. Oui. Alors, dans l'immédiat, changement de météo psychologique à la télévision russe. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on disait pour la première fois, on les sent douter. Ils ont l'air perdus. Ceux qui plastronnent, les Soloviev et les autres. Eh bien, retour de morale. À nouveau, on a le sourire à la télé russe. Écoutez, regardez. Вот понимание, что ребята на фронте, то, что сейчас происходит на фронте, я вам точно говорю, вот почему у западников истерика? Потому что мы видим, как куется армия нового типа. Армия победителей. Лучшая армия в мире. То, как сейчас воюют наши солдаты и офицеры, это еще будут изучать во всех академиях мира. Армия почувствовала вкус победы. Все, она понимает, что она лучшая в мире. Она понимает, что она сейчас, дай ей только работать, она сметет все до границы. Это уже факт свершившийся, да? Его нельзя отрицать. И там за линией туда, на Западе, это прекрасно начинают понимать. Et voilà la meilleure armée du monde qui va être enseignée dans toutes les académies militaires. Montage de Élodie Salé, commentaire. On verra quand ils réussiront à percer le front ukrainien. Ouais. Voilà. Ce jour-là, on dira, ah bah oui, là, ils ont reconstitué une force de combat susceptible, percer, non seulement le percer, mais être capable d'aller plus loin. Pour l'instant, on ne voit pas ça. Mais on ne le voit pas non plus, effectivement, de l'autre côté. Donc, on est dans une stabilisation. Mais là où il n'a pas tort, c'est que ça sera étudié, la guerre en question, cette guerre sera étudiée dans les académies, comme elle est déjà étudiée dans les états-majors occidentaux, c'est bien évident. C'est la seule chose sur laquelle il n'est pas tort. Mais sans doute plus pour leurs erreurs que pour leurs exploits. Bon, mais c'est vrai qu'on peut considérer que depuis quelques mois, ils n'ont pas beaucoup d'occasions de plastronner. Oui. Voilà, visiblement, on oublie, ils ne se sont pas privés. On oublie quand même qu'ils ont... Il y a eu la bataille de Barmout quand même, qu'ils étaient à l'offensive à Barmout, qu'ils ont réussi quand même à prendre la ville, même s'il y a encore des batailles au dos. Ils l'ont pris, mais dans un état de totale destruction. Donc une offensive russe, ça fait pas des mois et des mois. En fait, des offensives russes, il y en a eu pendant tout l'hiver. Depuis le mois de janvier, ils ont été à l'offensive tout le temps, notamment dans la région de Barmout. Là, ils continuent un peu pour essayer de reprendre l'initiative, parce qu'ils avaient perdu l'initiative depuis quelques semaines. Ils essaient de la reprendre, peut-être y arriveront-ils. Mais aujourd'hui, rien ne dit que les Russes ont repris une initiative. Je ne parle pas d'une initiative locale, tactique, je parle d'une initiative sur l'ensemble des opérations. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Mais on verra, peut-être qu'ils l'auront dans quelques jours. Et l'autre image que diffusent ces télés russes, eh bien, c'est celle de ces soldats blessés, mais récompensés, parce qu'ils ont dégommé, pardonnez-moi l'expression, un char occidental, en l'occurrence un char Léopard. Cet homme que vous voyez, c'est un officiel, c'est le président d'une fondation très connue, un ancien triple champion d'art martial, et il vient voir ces soldats dans leur chambre d'hôpital, parce que ce sont eux, notamment, qui ont détruit un des chars Léopard qu'on avait aperçu la semaine dernière, et qui incarne à lui seul les difficultés de cette armée ukrainienne lors de ses préparatifs de la contre-offensive. Eh bien, il leur amène un chèque. Il leur amène de l'argent. Vous avez détruit un char, vous avez une prime. Vladimir Poutine l'avait annoncé, il le fait. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Isabelle ? Écoutez, ça dit une chose. Enfin, ce qu'il essaye de rappeler à tous ces soldats, c'est que Vladimir Poutine tient toujours ses promesses. D'abord. D'ailleurs, c'est aussi un message dont ils usent énormément
vis-à-vis du reste, enfin du Sud global, de ce qu'on appelle le Sud global, les Russes opposent toujours en fait les Occidentaux qui ne tiennent pas leurs promesses à Vladimir Poutine et au régime de Moscou qui lui tient absolument ses promesses. Donc évidemment c'est destiné à la télévision et ça vous fait sourire, Dominique. C'est le matérialisme marxiste, si j'ose dire. Est-ce qu'on voit au lendemain du débarquement en Normandie Eisenhower arriver avec un chèque pour dire aux soldats, voilà, vous avez été dans la première vague, c'était merveilleux ce que vous avez fait. Je dirais, à contrario, ça semble signifier que le patriotisme ne suffit pas, qu'il faut trouver la carotte de l'argent, la récompense capitaliste. En fait, c'est ironique. Et quelque part tragique, qu'il en soit ainsi. Vous ne vous battez pas pour rien. Regardez. Vous vous battez pour un chèque. Voilà. Comment est-ce que le militaire regarde ces images ? C'est étonnant parce que ça n'existerait pas dans les armées occidentales, mais ça correspond bien effectivement à ce qui se passe avec l'armée russe, dans laquelle, lorsqu'il y a un mort, je crois, on donnait une voiture, il fut une période où on donne une voiture, on donne des manteaux en fourrure à l'épouse du soldat qui a été tué. Donc en fait, visiblement, ça correspond, c'est culturel. Ça n'est pas du tout dans les armées occidentales. Oui. Mais si je peux me permettre, à l'inverse, mon général, il semble que les simples soldats n'aient pas de plaque d'identification, contrairement aux officiers. Donc ils meurent dans l'anonymat le plus complet. On ne sait pas dans les fosses qui est qui, mais s'ils survivent et s'ils ont réalisé, entre guillemets, un exploit, eh ben, ils ont un gros chèque. C'est ça. Et ce qu'on affiche à la télévision, en tout cas, c'est ça. Engagez-vous et c'est presque la loterie. Vous aurez une chance. Vous aurez la chance de toucher éventuellement un gros chèque. C'est à peu près ce que ça veut dire. Oui, c'est un peu ça. Et j'allais dire, c'est pour montrer effectivement à la population russe, j'allais dire, et aux soldats russes, que s'ils ont un exploit, s'ils font un exploit, eh ben, ils seront récompensés par de l'argent. Ça vous choque, vous ? Oui, je trouve ça choquant, parce qu'effectivement, comme disait Dominique Moisy, en fait, le soldat français, on joue sur la fibre patriotique. Et quand il défend son pays, j'allais dire, il est là pour ça, il s'est engagé pour ça. Et si jamais c'était un soldat appelé, comme ce fut le cas jusqu'en 1994, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour défendre son pays, la terre de ses pères. Là, il défend pour gagner de l'argent. Je crois que c'est pas incompatible. Il y a eu un sondage extrêmement intéressant. Alors, il faut faire attention au sondage en Russie, mais là, en l'occurrence, c'est un sondage qui a été fait auprès des Russes qui soutiennent la guerre. Donc, il y a moins de problèmes pour s'exprimer. Et la première raison pour laquelle les gens disaient soutenir la guerre, c'était la gloire. Oui, c'est ça. Il y a la gloire, beaucoup. Donc, c'est beaucoup héros. Voilà. Héros de la Russie. Et la gloire, c'est la gloire du pays. Ouais. Et c'est le souvenir de l'ancienne puissance. C'est la nostalgie, en fait, de l'ancienne Union soviétique, cette qui était première dans l'espace et dont on avait dit, à force de propagande, qu'elle était absolument première partout. C'est la meilleure armée du monde, telle qu'elle est... Oui. Et l'Ukraine, comment réagit l'Ukraine ? Comment réagit Volodymyr Zelensky, qu'on entend moins, c'est vrai, ces derniers jours ? Eh bien, il a pris la parole et vous allez l'entendre. C'est vrai que c'est une tonalité plutôt modeste qu'il adopte. Écoutons-le. На частині напрямків наші воїни рухаються вперед. На частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій, тільки звільнення. У них тільки втрати. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави зла, яке зупинить Україну. Montage Baptiste Amossé, il reconnaît ces contre-offensives russes, il reconnaît ces contre-attaques russes. Nous résistons aux attaques russes. Nous ne cédons pas. C'est un moment difficile, d'une certaine manière, pour l'Ukraine. Ah ben, c'est évident que depuis 15 jours, les choses ne se sont pas passées comme à l'exercice, à la grande manœuvre, où on dit on va avancer de 15 km le premier jour. Voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils sont tombés sur du dur. Est-ce qu'ils étaient... La question, c'est est-ce qu'ils étaient prêts ? Est-ce qu'ils y sont allés trop vite, avec l'idée de dire ça y est, c'est le jour J, on y va, on perd ça, on ne le sait pas.
Ça, on ne le sait pas. Il y a une vraie question là-dessus qui est de savoir si l'état-major ukrainien a joué son va-tout au cours des derniers jours, ou est-ce que c'est une phase des opérations qu'ils estimaient, moi je suis plutôt je partage plutôt ce sentiment, ils estimaient ne pas être prêts, en fait. Et ici, ils sont allés quand même. Oui, parce que vous avez une pression politique. Vous avez une pression politique considérable pour y aller. Celle de Zelensky ou celle des Alliés? Celle de Zelensky, parce que celle des Alliés. Et sans doute aussi celle d'une grande partie des Ukrainiens, du peuple ukrainien. N'oubliez pas qu'ils ont un parlement. C'est une démocratie. Et même si c'est une démocratie en guerre, il y a une opinion publique. Il y a quelque chose. Donc il y avait une pression, une forte pression pour y aller. Mais on est déjà tard, on est en juin. Ce début de cette phase d'offensive, elle a commencé en juin, alors que l'offensive, on la disait, oui, au printemps, peut-être en avril, en mai, finalement. Ils l'ont retardée. Elle s'est déclenchée. Bon, au bout de 15 jours, ils arrêtent. En réalité, ils arrêtent, là. Vous pensez qu'ils arrêtent? En tout cas, on appelle ça une pause. Mais vous savez, quand dans une offensive, on fait une pause, c'est qu'on a du mal à aller beaucoup plus loin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas reprendre. L'année dernière, les offensives ont commencé à la fin du mois d'août. D'accord? Ils ont commencé à Kherson à la fin du mois d'août. Ça a duré jusqu'au 11 novembre. Voilà. Entre-temps, il y en a eu deux. Il y a eu celle qui a commencé fin août jusqu'au 11 novembre. Puis il y en a eu, entre-temps, une beaucoup plus victorieuse, en réalité, dans le nord, vers Kharkiv, qui, elle, a eu lieu en septembre, octobre. Plus rapide, quand même quelques 24 jours, quelques semaines quand même. Donc il y a eu mais on était beaucoup plus tard dans la saison. Donc il peut encore se passer plein de choses cet été. Jusqu'au mois de novembre, ou peut-être encore plus tard, en fonction de la météo, on peut voir des choses se passer. Pardonnez-moi, mais là on est sur un sujet important. Le fait d'attendre 15 jours ou 3 semaines de plus, par exemple, qu'est-ce que ça aurait pu changer dans leur dispositif, dans leur préparation? Avoir plus d'armes. Mieux entraîner. Et puis, vous savez, il y a un moment, vous pouvez bien vous entraîner, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut aller au contact. Ouais. Vous pouvez vous entraîner à faire... C'est comme dans le sport ou n'importe quoi, vous pouvez vous entraîner. Un jour, il faut aller au match. Ou alors, il faut descendre sur la piste d'athlétisme et puis le faire ce 100 mètres ou ce 10 000 mètres. Voilà. C'est un peu ça. Et ils y sont allés, ils ont vu ce qu'ils avaient en face, ils ont eu de mauvaises surprises, notamment parce que les Russes ont été meilleurs qu'attendus sur un certain nombre de choses, par exemple les hélicoptères, par exemple la guerre électronique, et ils ont vu eux-mêmes quelles étaient leurs faiblesses. Sans doute des problèmes de coordination, sans doute le fait que ce sont des nouvelles unités, beaucoup d'entre elles sont des nouvelles unités qui n'ont jamais connu le feu. C'est le baptême du feu pour ces gens-là. Le baptême du feu, ça fait mal, le baptême du feu. On a vu que ça faisait mal. Et donc, je pense qu'on va rentrer là dans une phase de reconfiguration pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois. Et puis, on verra la suite. C'est absolument... c'est pas étonnant en soi. Faut pas Les deux mêmes questions, Dominique. Cette pause, est-ce que c'est un arrêt ou est-ce que c'est une pause? Et deuxièmement, en quoi est-ce que 15 jours ou 3 semaines leur auraient fait gagner beaucoup plus de préparation? La réponse à la première question, on ne l'a pas. On l'aura peut-être demain. C'est-à-dire, est-ce que c'est une pause par rapport à des tests? Ou est-ce que c'est une pause par rapport à une contre-offensive? Si c'est une pause par rapport à des tests, c'est parfaitement logique. Ils ont testé, ils ont vu où la résistance était la plus forte. Maintenant, ils ont un peu de temps, ils vont prendre le temps de la réflexion et puis on va repartir. Alors, il y a une dimension, me semble-t-il, très psychologique aussi. C'est-à-dire que les Russes bombardent massivement les villes. Le peuple ukrainien dit « Et moi, je ne fais rien, alors que j'ai reçu toutes ces armes occidentales. Non, on va passer à l'attaque. On va leur montrer de quel bois nous nous chauffons grâce au charbon, si j'ose dire, occidental. » Et donc, il les incitait, en quelque sorte, à sortir. Et en même temps, on a l'impression que ces bombardements massifs visent aussi
à faire que les Ukrainiens utilisent leurs armes sol-air contre les drones plutôt que contre les troupes russes. Les bombardements russes sur les villes, voilà. vous voulez dire. Ouais. Les bombardements en profondeur. Oui, les bombardements, oui. Oui. Et général, et vous, votre sentiment? Parce qu'on a du mal à mesurer ce qu'on est en train de vivre en réalité. Ce qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est une pause opérationnelle pour effectivement tester, comme on vient de le dire? C'est très difficile de le savoir aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste à une campagne dans laquelle les Ukrainiens ont cherché à percer, visiblement éprouvent beaucoup plus de difficultés qu'envisagé. Les Russes en profitent pour essayer eux-mêmes de repercer le front ukrainien, ou en tous les cas d'alléger la partie qui les attaque. Comme les Ukrainiens sont obligés de déplacer des troupes pour les faire face aux contre-attaques localisées des Russes, en fait, ils sont obligés de s'arrêter pour déplacer ces troupes et passer en posture défensive. Donc, en fait, on a un front qui bouge, mais qui bouge aux marges. Combien de temps ça durera? En fait, on a parlé tout à l'heure de 1915, ça a duré jusqu'en 1917, au moment où les Américains en effet sont arrivés, pour effectivement, où effectivement on a repris l'offensive. C'est-à-dire que ce qui manque sans aucun doute aux Ukrainiens, c'est une force, des forces de manœuvre, mais forces humaines de manœuvre. C'est-à-dire que les chars, c'est bien, mais encore faut-il des équipages, encore faut-il des fantassins pour occuper le terrain. Ce qu'ont beaucoup plus les Russes en réalité. Les Russes, ils ont une force de manœuvre, une troupe de manœuvre beaucoup plus importante. Une population de 40 millions face à une population de 140 millions. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est sur la ligne de front, en tous les cas, un combat 1 contre 1. Or, vous savez, quand on en parle depuis le début, pour attaquer, il faut être 3 contre 1. Je pense que les Ukrainiens n'étaient sans doute pas suffisamment nombreux, en effet, pour percer. Alors, ils ont dû utiliser des zones du front dans lesquelles ils pensaient que les Russes étaient moins nombreux ou moins en posture défensive. Et ils iront sans aucun doute, au cours de l'été, je pense, tester ailleurs des endroits où ils estiment que les Russes sont moins nombreux. Il faut rappeler qu'ils ont engagé une très petite partie de leurs troupes dédiées à cette contre-offensive pour l'instant. Ils ménagent leurs arrières, comme on dit. Vous vouliez rajouter quelque chose? Sur un plan d'analogie historique, ce qui est très intéressant, c'est le facteur américain. Vous venez de le rappeler. En 1917, ce qui change tout dans la Première Guerre mondiale, c'est l'entrée de l'Amérique dans la guerre. Ce qui peut changer tout au niveau politique dans le conflit ukrainien, ce sont les élections américaines en 2024. Et je dirais... Si elle signifie un arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine. Ça nous laisse quand même beaucoup de temps, parce que les élections ont lieu en novembre, et que le nouveau président a supposé qu'il soit contre l'intervention, l'aide militaire américaine à l'Ukraine, ne prendrait ses fonctions qu'en janvier. Donc on a 1 an et demi encore devant nous. Ça laisse beaucoup de temps.